Un grand merci donc à Open Data France, à Magali, à Jean-Marie et à Vincent d'organiser cette rencontre, cet événement. Donc, petite correction, donc tu as bien mentionné Magali, moi j'ai travaillé chez Etalab ces 7 dernières années, j'ai quitté cet été et je travaille en indépendant. Donc, Urban Innovative Action, c'est le nom d'un programme européen et c'est l'un des programmes pour lesquels je travaille, mais je travaille aussi pour d'autres gens en indépendant aujourd'hui. Alors, ceci étant précisé, j'imagine que parmi vous, il y a des gens qui connaissent déjà très bien le sujet des algorithmes utilisés dans le secteur public et d'autres qui le connaissent peut-être moins bien. Peut-être ce qu'on peut essayer de faire avec Anthony, c'est de vous donner à la fois peut-être un premier panorama, un peu de quoi on parle, un peu concrètement, aussi bien voilà, dans le monde, en France, sur les territoires, au niveau de l'État, de quoi un peu concrètement on parle. Alors, le premier point qui me semble important de voir, et je te laisserai bien sûr réagir et compléter, Anthony, hein, c'est l'idée de dire finalement, des algorithmes, c'est des choses qu'on utilise depuis très longtemps. Donc, bien avant qu'il y ait l'informatique, on a toujours utilisé des processus de décision, et pour certains qui correspondaient à des processus qui ressemblent à des algorithmes. Les algorithmes, on en utilise depuis longtemps sous différentes formes. Pourquoi je précise ça? Parce que spontanément, si on regarde dans le débat public aujourd'hui, quand on parle d'algorithmes, peut-être que spontanément, vous pensez Facebook, des informations, propos haineux en ligne, problèmes de diffusion de l'information, les grandes plateformes, Spotify, Uber, Google AdWords, n'en jetez plus. Donc, on imagine un petit peu tout ça. Et c'est vrai que peut-être qu'en tant qu'acteur territorial, on se dit, ouais, mais enfin bon, tout ça, c'est très, très loin de nos pratiques. Et puis, en tout cas, peut-être qu'il y a peut-être que demain, on développera partout de l'intelligence artificielle, mais en attendant, c'est peut-être pas le cas. Et donc, la première idée, j'allais dire, à laquelle on voudrait, je crois, conjointement avec Anthony, tordre le cou, c'est cette idée que tout cela, on verra plus tard quand ça arrivera, mais que ça ne nous concerne pas déjà. Donc ça, c'est le premier point, c'est essayer de dire c'est déjà quelque chose aujourd'hui. Et donc concrètement, de quoi on parle quand on parle d'algorithme? Historiquement, ça a commencé par des choses, on va dire, où on a cherché à automatiser des prises de décision qui étaient relativement simples. L'exemple typique, c'est vous avez le droit, par exemple, à une aide. Est-ce que, en fonction par exemple, de qui je suis, de mes revenus, et de ma situation de santé, on peut m'accorder une allocation adulte handicapé, d'accord? Et ben cette aide, il y a des critères très précis, ok? Donc là, j'allais dire, il y a peu de marge de manœuvre parce qu'il y a des critères qui sont appliqués comme ça. Et ça, les acteurs territoriaux, qu'il s'agisse de l'État en région ou des collectivités, il y a sans doute pas mal de décisions qui ressemblent un petit peu à ça, où j'ai des règles, je les applique, et ça, l'ordinateur, il est très très bon pour le faire parce qu'il le fait très vite. Ça, c'est le premier type. Mais il y a surtout, c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait avoir des exemples à échanger avec vous, il y a aussi beaucoup de cas où on va travailler, où il y a vraiment de la décision politique. Qu'est-ce que je donne comme exemple de décision politique? C'est l'attribution de places en crèche. Vous savez, les crèches, c'est géré par des collectivités territoriales. Et chaque collectivité territoriale, alors il y a des règles qui sont nationales. Par exemple, si je reviens sur ma question du handicap, un enfant en situation de handicap, au niveau national, va être prioritaire pour accéder à une place en crèche. D'accord? Mais en dehors de cette règle-là et de une ou deux autres, les collectivités peuvent avoir le choix de déterminer c'est quoi mes critères de priorisation. Et pourquoi je parle de critères de priorisation? C'est parce qu'on va trouver beaucoup d'algorithmes dans des situations où il y a une ressource relativement rare. Exemple, une place en crèche. Exemple, un poste d'enseignant dans la ville d'Antibes ou à Saint-Malo ou qu'est-ce qu'on pourrait voir à Bordeaux, par exemple, qui sont des endroits très demandés par les enseignants qui veulent de la mobilité, qui demandent des mutations dans ces endroits-là. Et on va utiliser un algorithme quand il y a des cas où il y a des ressources relativement rares et beaucoup de demandeurs, ou en tout cas plus de demandeurs que de ressources rares. Normalement, ça doit vous faire penser aussi au niveau national à Parcoursup, parce que c'est bien aussi de ça dont on parle. Et donc là, on va aussi utiliser des algorithmes au sens où on va écrire des règles, et puis chaque collectivité va être en mesure de proposer ses propres règles en fonction de ses priorités politiques. Anthony, je te donne peut-être, si tu veux, la parole pour préciser un peu des exemples. Oui, oui, en fait, merci Simon. Et du coup, merci pour votre invitation, Magali, Vincent, Jean-Marie. Je voulais rebondir sur la phrase que tu as prononcée. Tu as dit c'est déjà quelque chose aujourd'hui.
Et en fait, c'est déjà quelque chose aujourd'hui, c'est une très grande partie de la difficulté dans une collectivité comme la mienne, de faire comprendre à ses collaborateurs, à l'organisation, que c'est effectivement quelque chose aujourd'hui même. Parce que c'est vrai que quand on perçoit au début la question de l'algorithme ou la notion d'algorithme, on a la première réaction, c'est de se dire mais on n'en a pas. Enfin, il n'y en a pas ici. Il y en a peut-être ailleurs, c'est toujours mieux ailleurs ou moins bien ailleurs, mais en tous les cas, chez nous, il n'y en a pas. Donc, une des grandes difficultés de la démarche, mais qui est aussi son très grand intérêt, c'est de gratter cette notion pour effectivement mieux la définir, ce que j'ai eu besoin de faire moi-même quand je me suis attaqué avec toi notamment à la question de l'inventaire des algorithmes, pour mieux identifier de quoi il s'agit à partir des définitions qui existent aujourd'hui et savoir si effectivement il y a des réalités dans sa collectivité, des réalités en termes de processus qui répondent à la définition de l'algorithme. Donc, je suis absolument en phase avec toi. Il y en a, voilà. On a tendance à penser qu'il n'y en a pas, assez spontanément, mais quand on approfondit la question, on s'aperçoit que c'est véritablement une matière à envisager sérieusement. Alors, pour le coup, comme ça, on va le faire en duo, si ça vous va, avec Anthony. Je pense que on peut le faire comme ça. Du coup, je crois qu'on a bien, je cherche le mot français, mais teaser, comme on dirait en anglais, nos participants sur, mais c'est quoi la définition d'un algorithme? Donc, donnons-la maintenant. Il y a plusieurs définitions, mais une des définitions qu'on évoque souvent, c'est une série d'étapes ou une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée. D'accord? Donc, il faut bien retenir, c'est un petit peu cette idée de, vous savez, parfois on dit de boîte noire, mais en fait, l'idée de la boîte, elle est intéressante. C'est l'idée de dire, ben, il y a des choses qui rentrent en entrée, et très souvent, c'est des données. Il y a quelque chose qui sort en sortie, c'est un résultat. Et puis, à l'intérieur d'une boîte, il y a un certain nombre d'étapes ou d'instructions. Alors, si on prend des exemples tels qu'on a évoqués là depuis le début de notre discussion, donc par exemple, l'attribution de l'allocation adulte handicapé. En entrée, j'ai un certain nombre de données sur l'individu qui est concerné. Au milieu, j'ai un certain nombre d'étapes. Donc, par exemple, je vais regarder, l'un des débats actuellement, c'est est-ce qu'on doit prendre en compte le revenu de la personne qui vit avec la personne qui demande cette allocation. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a des débats pour changer ces règles-là, pour que ça puisse être traité de manière individuelle. Bon, donc je vais faire ces règles-là, tchac, 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 règle 1, règle 2, règle 3, règle 4, et à la fin, ça me donne une sortie. Donc cette sortie, ça peut être un oui, non. Oui, vous pouvez avoir cette aide. Non, vous ne pouvez pas avoir cette aide. Peut-être qu'une sortie, ça peut être un montant. L'exemple, c'est le calcul de l'impôt sur le revenu. Alors, j'allais dire, c'est même une sortie sans entrée, puisque maintenant, de plus en plus, le calcul de l'impôt sur le revenu, il est automatisé. C'est voilà, vous remplissez plus votre fiche d'impôt, vous la surveillez, vous vérifiez les informations qui sont données. Mais finalement, on est bien là-dedans. J'ai des choses en entrée, vos revenus, vos situations de famille et compagnie et compagnie. J'ai un certain nombre de règles qui sont définies dans la loi. Et puis après, j'ai un résultat, c'est un montant. Voilà. Donc, on peut imaginer plein de choses comme ça, mais toujours, je crois, ce qui revient, c'est cette idée de des choses en entrée, des règles au milieu et un point en sortie. Anthony, peut-être tu peux nous donner des exemples d'algorithmes tels que vous les avez identifiés dans ta collectivité? Oui, oui, oui. Alors, un qu'on n'identifie pas dans ma collectivité, mais juste un exemple d'algorithme qui est souvent pris dans un autre domaine, c'est celui des recettes de cuisine. Alors, il y en a qui ne sont pas très, très fans de cet exemple-là, mais il illustre ce que tu viens de dire, hein. Les données en entrée, ça va être les ingrédients de la recette, la farine, les œufs, le beurre, etc. Et l'opération à réaliser, c'est la manière dont on opère cette recette. On commence par quoi? On mélange la farine avec les œufs d'abord, on mélange la farine avec le beurre, on fait quoi? Ça, ce sont les opérations dont tu as parlé, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Et le résultat, bah, c'est la recette finie, donc c'est la sortie qui représente effectivement l'aboutissement du processus de l'algorithme. C'est vrai que c'est très important de bien comprendre ça. En dehors des recettes, qui ne sont pas des choses qu'on réalise au quotidien dans la collectivité, surtout en ce moment, puisque la convivialité est interdite désormais. Du coup, on a des exemples, effectivement, comme celui que tu as cité, l'attribution de places en crèche, mais il n'y a pas que ça. Nous, on a identifié, par exemple, le calcul de la taxe de séjour.
pour laquelle il y a des données en entrée sur des biens immobiliers qui existent, sur leur superficie, une opération de calcul qui est effectuée par un système du type logiciel et une sortie qui est un montant qui s'applique d'emblée à la personne qui est redevable de cette taxe. On a par exemple identifié aussi le processus d'attribution des subventions aux associations. Donc une association qui sollicite auprès de la collectivité une subvention, donne un certain nombre d'informations qui sont du coup les données en entrée dont tu parlais, Simon, c'est-à-dire un certain nombre d'informations qu'il faut donner, des opérations qui sont exécutées pour savoir si effectivement l'association qui sollicite la subvention est éligible à la percevoir, et une sortie avec oui, non, l'association est non seulement éligible, mais peut percevoir une subvention de la part de la collectivité. On a identifié d'autres exemples, hein, je reste sur des cas pratiques qui peuvent concerner d'autres collectivités qui font peut-être partie aujourd'hui de notre auditoire. L'algorithme, ou en tout cas le processus d'attribution des places en crèche. Un tout dernier qui pourrait paraître les jours prochains, qui n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais un processus d'attribution d'une aide financière au permis de conduire. Ça a été mis en place récemment par la ville. J'en ai pris connaissance au travers des délibérations de conseil municipal ou du bulletin d'information municipal, et je me suis dit en regardant ça, mais est-ce que c'est un algorithme à l'aide duquel une décision individuelle administrative est prise? Et à ce titre, est-ce que ce process doit être décrit et intégré dans l'inventaire des algorithmes dont on parlera certainement plus précisément ensuite? Et là aussi, on a des données en entrée telles que tu les décrivais, c'est-à-dire le jeune à quel âge, et qui sont décrites dans une délibération de conseil, quelles sont ses ressources. Alors, je me souviens plus précisément de quelles sont les données en entrée, mais il y a un certain nombre de données en entrée. Une Les opération résultats. qui est effectuée, exactement, une opération qui est effectuée pas de manière très automatisée d'ailleurs. Ce sont des collègues bien identifiés, des personnes humaines à moi qui prennent les éléments, qui vérifient que les conditions sont bien remplies, et une sortie qui est-ce que l'aide financière est attribuée au jeune ou à la jeune qui l'a sollicité. Donc voilà. Très bien. Ça, je pense que ça donne pas mal d'exemples. Peut-être que du coup, parce que je voudrais avant d'aborder, tu as commencé déjà à parler des obligations légales, mais avant qu'on donne les obligations, puis je vois qu'il y a des questions qui commencent à arriver dans le fil de discussion, donc c'est très bien, on va pouvoir les traiter aussi. Peut-être de dire pourquoi un petit peu, pourquoi le législateur il s'est occupé de cette question-là. Je pense que ça me semble important de redonner un tout petit peu de contexte. L'idée, en gros, c'était de dire, et commençons par ça d'abord. Il y a plein d'intérêts à déployer des systèmes algorithmiques. D'accord. Par rapport à du traitement manuel, ça peut aller plus vite, c'est plus rapide, c'est peut-être moins coûteux. Il y a plein de choses pour lesquelles ça a des vertus bénéfiques. J'allais dire, on est même en train de parler, vous savez, d'administration proactive. Donc, on pousse le truc même encore plus loin, puisqu'on dit on va automatiquement vous attribuer des droits ou une aide avant même que vous les ayez demandé. Donc, tous ces systèmes-là, j'allais dire, voilà, ils ont beaucoup de capacités. Néanmoins, il y a un certain nombre de reproches qui leur sont faits. Dans les séries des reproches qu'on leur fait, le premier reproche, c'est d'être des systèmes souvent invisibles et opaques. C'est-à-dire, en gros, vous ne savez pas si une machine ou si un humain est intervenu dans la décision qui vous concerne. D'accord ? Alors, vous avez le droit d'avoir un peu de jugeote. Vous imaginez quand même bien qu'il n'y a pas un humain qui va calculer le montant de votre impôt sur le revenu à chaque année. D'accord ? Alors, si vous croyez ça, c'est peut-être que vous avez trop vu la pub pour le chocolat Milka avec la marmotte qui venait faire des petits paquets de chocolat Milka. Mais en vrai, il n'y a pas de marmotte. Il n'y a pas de marmotte chez Milka, il n'y a pas de marmotte à la DGFiP non plus. Tout ça pour vous dire que voilà, il y a le premier critère, c'est cette question de l'invisibilité et de l'opacité. L'invisibilité et l'opacité, c'est deux choses différentes. Invisibilité, c'est je ne sais pas que ça existe. Et l'opacité, c'est je sais que ça existe, mais je ne sais vraiment pas comment ça marche. D'accord ? C'est souvent la critique qu'on fait des boîtes noires. Et puis, un autre type de critique qu'on entend aussi souvent quand on parle des algorithmes du secteur public, c'est lié à leurs caractéristiques fondamentales, qui est pour moi tout à fait essentielle, qui est que très souvent, vous n'avez pas le choix de les utiliser.
D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, on parlait de Facebook. J'ai commencé par là en parlant de la désinformation sur Facebook ou tout ce qu'on peut reprocher à Facebook. Mais fondamentalement, il n'y a rien qui vous oblige à aller sur Facebook. Si vous n'êtes pas content de l'algorithme de recommandation de YouTube, allez sur Vimeo ou allez sur d'autres plateformes de vidéos, voire n'allez pas du tout voir de vidéos en ligne. C'est encore possible. Par contre, si vous n'êtes pas content du calcul et de l'algorithme utilisé par impôts.gouv.fr, je suis désolé, mais vous n'avez pas d'autre solution que d'utiliser celui-là. Si vous êtes en attente d'un greffon cardiaque en France, vous n'avez pas d'autre solution que de passer à travers les fourches codines de l'algorithme mis en place par l'agence de biomédecine, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. D'accord ? Donc ça, c'est aussi un élément important de difficulté. Et donc, pour toutes ces raisons-là, le législateur, à travers la loi pour une république numérique, mais aussi dans une certaine mesure à travers le RGPD, le règlement général de protection des données à caractère personnel, le RGPD, a introduit un certain nombre d'obligations. Donc, il y a 3 obligations qui répondent à 3 besoins un peu différents. La première obligation, c'est de savoir, d'être capable de publier la liste de tous les algorithmes que vous utilisez lorsqu'ils servent à prendre des décisions administratives individuelles. C'est l'inventaire, en fait, dont parlait Anthony, et il a, je crois, un retour d'expérience dans sa collectivité de l'avoir mené, et une des premières collectivités en France à l'avoir fait. Donc ça, ça répond au problème un petit peu, j'allais dire, de l'invisibilité, de dire, voilà, je fais un inventaire et je publie cet inventaire. Le deuxième point, et qui va toujours dans l'optique un peu de la visibilité et puis de la lutte contre l'opacité, c'est de faire une mention. C'est une mention explicite obligatoire, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous utilisez un algorithme pour prendre une décision administrative individuelle, elle doit faire l'objet d'une mention. Donc, sur un site internet, sur un avis, une notification, il y a une mention et les services publics qui utilisent ce genre de système algorithmique sont obligés de faire une mention. Et puis, le troisième point, la troisième obligation, c'est une obligation d'explication. D'accord ? Et ça, l'explication, c'est d'être capable de dire à quelqu'un, la décision, on l'a prise à partir de telles données, on a fait tel traitement, on a utilisé tel type de technique. Et ça, c'est à la demande. Hein. Autant les 2 premiers, c'est obligatoire, j'allais dire, de les faire par défaut, de manière proactive de la part de l'administration. Autant l'explication individuelle, elle doit être rendue à la demande d'un individu. Mais finalement, si vous réfléchissez bien, cette explication individuelle, ça n'est rien d'autre que la mise au goût du jour ou en 2.0, pour prendre des vieux termes, de ce qui a toujours existé, qui est la motivation des décisions administratives. Et ça, c'est un principe fondamental, c'est même dans la Charte européenne des droits de l'homme, une administration, elle doit motiver ses décisions, a fortiori quand elles sont négatives. Donc voilà, donc ça, c'est ces éléments-là. Peut-être, Anthony, tu veux préciser le cadre ou alors donner des exemples de comment avoir fait l'inventaire ? En fait, je rebondirais volontiers. Tu as fait référence à la notion de décision administrative individuelle parce que, et tu as bien fait, dans la mesure où l'obligation légale, même s'il n'y a pas que l'obligation légale, mais en fait, l'obligation légale oblige à réaliser un inventaire des règles relatives aux principaux traitements algorithmiques qui sont à l'origine de décisions individuelles administratives. Donc ça, c'est vrai que c'est important de le dire, parce que si on pense en termes de périmètre de l'obligation légale, c'est à la fois la question de existe-t-il ou pas un algorithme, et deuxième question, cet algorithme est-il à l'origine de la prise de décision administrative individuelle? Donc c'est très important et c'est d'autant plus important qu'en fait ces 2 notions ont besoin d'être explicitées, ont besoin d'être clarifiées. On a parlé de la difficulté que peut représenter le fait de définir ce qu'est un algorithme, mais il y a aussi une difficulté liée au fait peut-être moins grande, de définir ce que c'est qu'une décision administrative individuelle. Le périmètre de la loi, il s'intéresse aux décisions administratives individuelles prises à l'aide d'un traitement algorithmique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Plein de choses. Le premier point, c'est qui est concerné, l'ensemble des administrations et ceux qui contribuent à une mission de service public. D'accord?
Donc, un délégataire, par exemple, il est bien soumis à l'obligation, les 3 obligations dont on a parlé. Okay, si vous êtes si vous venez là dans le cadre de mois de la data avec Open Data France, vous savez déjà que quand on parle d'Open Data, on a ce même périmètre-là en fait. Les périmètres sont identiques, c'est-à-dire que ce n'est pas que les acteurs publics, c'est aussi, y compris des acteurs privés ou associatifs, investis d'une mission de service public. Donc, les délégataires, ça rentre dans le jeu aussi. Ça, c'est le premier point pour répondre à qui est concerné. Le deuxième point, c'est ceux qui prennent à l'aide d'un traitement algorithmique. Et là, ça me permet de traiter un autre point qui était discuté dans le chat. Quand on dit à l'aide d'un traitement, ça veut dire que la loi, elle s'intéresse à 2 cas. Le premier cas, c'est des décisions entièrement automatisées. Souvent, on dit des décisions automatisées, d'ailleurs. Le entièrement est sous-entendu. Mais aussi, et c'est encore plus important, je pense, notamment dans le cadre territorial, mais aussi des décisions prises à l'aide d'un traitement informatisé. D'accord? Donc, par exemple, le calcul de votre impôt, la marmotte dont je vous parlais tout à l'heure, c'est du traitement automatisé, entièrement automatisé. Par contre, l'attribution d'une place en crèche, ce n'est pas un traitement entièrement automatisé, ou en tout cas, très rarement, c'est un traitement entièrement automatisé. Typiquement, il y a des critères qui sont déterminés. Ces critères vont servir, par exemple, à classer un certain nombre de dossiers, et après, il y a une commission avec des élus, avec des représentants des crèches, avec des responsables de crèches, avec des représentants de parents délégués, par exemple, ça dépend des collectivités qui va se réunir. Et cette commission, elle va prendre une décision. Donc, vous voyez bien que là, on est dans le cadre de l'aide à la décision et pas dans la décision automatisée. La loi, elle s'intéresse aux 2. Donc, 1, être un acteur public ou investi d'une mission de service public. 2, décision entièrement automatisée ou aide à la décision. Et puis, 3, qu'elles prennent des décisions dites administratives et individuelles. Qu'est-ce que ça veut dire, des décisions administratives et individuelles? Le premier point de individuel, ça veut dire que ça peut être des décisions qui concernent un individu ou plusieurs individus, d'accord, à partir du moment où ils sont nommément désignés. C'est-à-dire que, par exemple, l'attribution on va dire, par exemple, d'une médaille, c'est pas parce que je vais publier la liste de tous ceux qui ont le droit à la médaille du travail, je dis n'importe quoi, à la médaille du travail, que c'est pas parce que c'est sur la même liste que c'est une seule décision. C'est un ensemble de décisions individuelles. Ça peut être un exemple. Donc ça, on est complètement là-dedans. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre dans la notion de décision administrative, c'est qu'une décision administrative, ça a l'air juridique comme ça, mais c'est pas si complexe. Hein. C'est qu'une décision administrative, elle peut être prise aussi bien envers une personne physique, donc un individu, qu'envers une personne morale. Donc en pratique, votre collectivité, elle est soumise à ses obligations quand elle prend des décisions, bien sûr, envers les habitants de son territoire, exemple typique, la famille qui demande une place en crèche, mais aussi envers des acteurs, personnes morales de son territoire, exemple, l'association à qui elle attribue ou pas une subvention, ou l'entreprise à qui elle attribue ou pas un dispositif d'aide à l'installation, on peut imaginer plein de choses, mais ça concerne aussi des personnes physiques qui travaillent pour l'administration, c'est-à-dire que, par exemple, votre collectivité qui utilise des systèmes de gestion des agents, elle peut aussi être concernée. Une décision de mutation dans l'éducation nationale, c'est concerné aussi. Et le dernier point, ça peut même concerner des administrations publiques envers d'autres administrations publiques. On va me dire, voilà, ça devient trop compliqué. Ça peut être l'exemple de la dotation des collectivités, la dotation globale financière qui est attribuée aux collectivités locales par l'État. Ça, c'est un algorithme. Il y a une règle de calcul derrière qui dépend de tout un tas de paramètres. Et donc, les collectivités sont en mesure de faire valoir ce droit pour obtenir des explications extrêmement détaillées sur la manière dont leur dotation a été calculée. Donc voilà, c'était peut-être un petit peu long, mais ça méritait peut-être de préciser un peu de quoi on parle quand on parle de ces obligations. Tout à fait. Si je peux rebondir, mais vraiment, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Sur la notion de décision administrative individuelle, peut-être qu'on peut l'opposer parce que c'est un peu l'opposition traditionnelle qu'on retrouve dans le champ public aux décisions qu'on appelle réglementaires, c'est-à-dire qui s'appliquent à tous de manière un petit peu indifférenciée, une décision sur l'interdiction de stationnement dans une partie d'une ville, etc. Donc, bon, c'est un peu l'opposition traditionnelle, mais ça aide un tout petit peu à définir le périmètre de l'inventaire qu'on doit réaliser. Je voulais revenir aussi sur le fait que tout ce que dit Simon, en réalité, du coup, les
données qui sont entrées dans l'algorithme, les opérations qu'effectue l'algorithme, ce qu'on obtient en sortie. Est-ce que l'algorithme aide à la décision? Est-ce que l'algorithme prend quasiment la décision? Ce sont à chaque fois des éléments, ou en tous les cas des réponses, qu'on va devoir trouver dans l'inventaire des algorithmes d'une collectivité ou d'une administration, et qui vont justement, et ça aussi Simon l'a dit, participer à l'explicabilité, l'explication de comment ça marche. C'est-à-dire à la fois dire que ça existe, hein, c'est ce que tu disais en rapport avec la question de l'invisibilité, ça ce sera fait parce que ça figurera dans l'inventaire, mais au-delà, une fois qu'on a dit que ça existait, il faut essayer de le rendre le plus clair possible pour la personne qui va être destinataire potentiel de cette opération. Et c'est là toute la difficulté, et même en interne. Moi, et je ne suis pas le seul qui ai travaillé sur cette question de l'inventaire des algorithmes, le temps passé avec les services à bien comprendre comment fonctionne le process, c'est très précieux, c'est un temps important, c'est un temps qui demande de l'écoute, mais qui est indispensable à la réalisation de ce travail. Et quand on réalise cet inventaire, on ne connaît pas les process qui sont mis en place par les services, où on les connaît d'un point de vue global, mais on ne les connaît pas dans le degré de précision qu'exige l'inventaire. Complètement. La dernière chose, Simon, et après, excuse-moi, hein, je suis aussi un petit peu bavard. Tu faisais référence au fait que, effectivement, les algorithmes concernés pouvaient aussi concerner des agents. Très pratiquement, l'inventaire qu'on a fait jusqu'à ce jour n'en contient pas. C'est juste un témoignage pratique. Nous n'avons pour l'instant consolidé dans notre inventaire, qui comprend une petite dizaine d'algorithmes, pas très numériques, uniquement des processus qui donnent lieu à des décisions individuelles administratives qui concernent des citoyens. Ce qui ne signifie pas qu'on ne va pas faire cet exercice pour faire entrer dans cet inventaire des décisions qui sont prises à l'égard de nos agents. Je pourrais prendre un exemple, tu en as pris. La décision qui est prise de donner la possibilité à un agent de télétravailler, c'est dans la mesure où ça donne lieu à un arrêté du maire qui précise les conditions du télétravail, ça pourrait être un algorithme en tant que processus menant à une décision administrative individuelle qui concerne un agent. Voilà, tout à fait. Exemple. Ouais. Alors, si vous voulez bien, parce que je vois une question qui nous amène sur un autre point qui est complètement, qui est tout à fait intéressant, je pense qu'il faut aussi traiter. Et ça va être dans le lien, je vais faire le lien direct avec la question, essayer d'apporter des éléments de réponse. Spontanément, on pourrait se dire un petit peu, de dire, bon, ok, c'est une obligation, c'est une nouvelle obligation, il y en a plein d'autres, c'est déjà, on nous croule déjà sur les obligations, donc se dire un peu, au-delà d'être une obligation, alors peut-être que parmi certains d'entre vous vont dire, mais qu'est-ce que je risque si je ne le fais pas? Alors, bon, il y a bien une sanction dans la loi, hein, si vous ne faites pas de la mention explicite sur les décisions entièrement automatisées. Vous vous souvenez, je fais la distinction entre les deux tout à l'heure. Pour les décisions entièrement automatisées, faute de mention explicite, vous risquez la nullité depuis le 1er juillet 2020. Donc, il y a déjà une sanction qui existe. Mais ce dont je voulais vous parler là, maintenant, ce n'est pas tellement des sanctions et des obligations, mais c'est de dire, pour moi, collectivité, pour moi, acteur territorial, c'est quoi l'intérêt de faire ça? Et là, ça rejoint la question qui a été posée. Pour moi, il y a un intérêt très fort en termes de bonne gouvernance. Ces histoires de bonne gouvernance ou de gouvernance, c'est parfois des choses plus ou moins complexes. Alors, si vous me donnez quelques minutes, je voudrais vous raconter une petite histoire. Et je pense qu'il pourra résonner pour un certain nombre d'entre vous. C'est l'histoire d'une commune qui s'intéresse justement à l'attribution des places en crèche et qui donc va réunir le conseil municipal pour acter la mise en place de nouvelles règles. Et donc, dans cette collectivité-là, il a par exemple été décidé de dire, alors il y a des règles, je vous l'ai dit tout à l'heure au niveau national, le handicap d'un enfant, et puis après, dans cette collectivité-là, on a dit, on va dire qu'en priorité, les places sont pour des enfants qui habitent dans des familles monoparentales, premier critère.
Le deuxième, c'est en fonction des revenus, deuxième critère. Le troisième, c'est en fonction de la situation de famille ou de la situation d'emploi des parents. Est-ce que les deux parents sont étudiants? Est-ce qu'ils travaillent? Est-ce qu'il y en a qu'un des deux qui travaille ou autre? D'accord. Le quatrième, ça peut être tout ce que vous imaginez, mais voilà. Donc, les élus se réunissent, ils décident de ça, et puis d'ailleurs, ils vont faire un effort de transparence, ils vont publier cette information-là sur le site Internet. D'accord. Et après, il y a une commission qui se réunit entre les deux. Donc, il y a des parents qui ont demandé une place en crèche. Ils ont rempli un dossier, d'accord. Ils ont fourni toutes les informations que je viens de citer tout à l'heure. Quelle est votre situation de famille? Vous élevez cet enfant seul, avec un E ou sans E? C'est quoi vos revenus? C'est quoi la situation d'emploi? Et compagnie, compagnie, compagnie. On va vous demander tout ça. Et puis, tous ces trucs-là, il y a un algorithme qui va servir à classer les dossiers. Il ne va pas prendre de décision. Il va juste faire qu'on va dire à la commission d'attribution des places en crèche, on a fait une liste là. Pour une place, par exemple, en janvier prochain, dans telle crèche, la crèche Les Flots Bleus, dans le centre de la ville, on a classé tous les dossiers de 1 à 20, d'accord? Parce qu'il y a 20 demandes et il n'y a qu'une seule place disponible. Et puis la commission, elle se réunit, puis elle regarde le dossier 1, le dossier 2, le dossier 3, et puis elle va finir par attribuer une place. OK? Bon. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne la plupart du temps. Après, on peut continuer à utiliser le process sans essayer de le regarder. Et puis, l'histoire que je vous raconte est une histoire vraie, puisque pour le coup, en tout cas, inspirée de faits très, très réels, puisque moi, j'ai eu la chance d'aller dans une ville française pour auditer à leur demande ce dispositif d'attribution des places en crèche. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tout était dans la manière dont on appliquait ces règles. D'accord? C'est-à-dire que je vais vous donner deux exemples. Vous vous souvenez, je vous ai dit que dans cette collectivité-là, on regardait d'abord famille monoparentale ou pas, et puis des questions de revenus, et puis de situation en emploi ou pas des parents, et ainsi de suite. Bon. Dans cette même collectivité, vous aviez deux enfants. Je vais vous parler de l'histoire de Nora et l'histoire de Léo. Dans l'histoire de Nora, c'est que la petite Nora est élevée par sa mère seule, donc famille monoparentale, et sa mère est cadre supérieur. Elle déclare des revenus de 4 000 € net mensuels. Le petit Léo, lui, est élevé par ses deux parents. Ses deux parents étant étudiants, les deux ont un revenu, ils sont tous les deux avec un revenu de l'ordre de 1 200 € par mois. Et il s'avère qu'en plus, le petit Léo est membre d'une fratrie et donc il y a plusieurs enfants en bas âge. Okay. En fonction de ce que je vous ai donné comme étant les critères de priorité attribués par la ville et des situations de chacun d'entre vous, à votre avis, qui est prioritaire pour avoir une place en crèche? La petite Nora ou le petit Léo? Et bien en fait, tout dépend de la manière dont vous mettez en œuvre les critères qui ont été déterminés par la commune. On est d'accord? Cette commune-là en question, elle considérait que le critère famille monoparentale, je prends tous ceux qui sont familles monoparentales et après, je traiterai les autres. Il y a une autre manière de le faire qui était de dire, j'attribue des points. Certes, Nora est dans une famille monoparentale, mais financièrement dans une situation beaucoup plus favorable que le petit Léo. Et donc, la famille du petit Léo, certes, il a ses deux parents qui l'élèvent. Par contre, il coche, j'allais dire, toutes les autres cases de critères de priorité. Vous voyez l'approche, en fait. Ça, c'est fondamentalement une question de gouvernance du système. C'est-à-dire que d'aller faire cette liste, d'aller faire l'inventaire dont parle Anthony, d'aller commencer à construire une explication, ça va forcément révéler, vous mettre en position vous-même en tant que collectivité de se dire « Ah, mon système ne fonctionne pas comme j'avais pensé qu'il fonctionnait ». Et ça, c'est des cas qu'on a vus plein de fois. Donc, j'allais dire, il y a un vrai enjeu, pas simplement pour les citoyens qu'on est, chacun d'entre nous d'avoir des nouveaux droits, mais aussi en termes de bonne gouvernance, de s'assurer que ce qui a été une décision politique est mis en œuvre et qu'il n'y ait pas d'effet de bord, en fait. Voilà. La première des choses, c'est vraiment bon, bien maîtriser le cadre légal pour savoir dans quoi on s'engage. Les décisions aussi qu'on prend par rapport au cadre légal, c'est vrai que là, c'est un inventaire des algorithmes avec des décisions administratives individuelles, mais finalement, on peut décider de faire autrement, d'aller au-delà de ça. C'est des choses que je t'ai entendu dire, Simon, à plusieurs reprises. Mais en tous les cas, voilà, bien maîtriser le cadre légal, c'est très important.
après bien maîtriser la question des définitions. Et je perçois dans les échanges ce tropisme numérique qui existe toujours, hein. Moi, si j'avais dû faire en fait un inventaire des algorithmes numériques, en fait, j'aurais rien dans mon inventaire concrètement. Parce qu'en réalité, quand je décris comment fonctionne l'algorithme, ou en tout cas le processus d'attribution de l'aide pour passer le permis de conduire, il n'y a quasiment rien de numérique là-dedans, sinon un tableau Excel en réalité qui est pris en charge par mes collègues de la direction de la petite enfance et qui leur permet de savoir si toutes les personnes qui sollicitent cette aide répondent aux critères qui ont eux-mêmes été fixés par une délibération de conseil municipal. Donc, je comprends tout à fait la question, hein. S'il vous plaît, si une collectivité a mis en place un algorithme sur, là, c'est le télétravail, je veux bien échanger en MP, mais en fait, on ressent que, je pense que la personne a dû comprendre qu'on avait mis en place un algorithme numérique pour accorder le télétravail ou pas à un agent. Non. En fait, il y a une délibération de conseil municipal qui décrit Avec des règles. précisément, exactement le processus, qui dit quelles sont les conditions pour en bénéficier. Et en fait, il n'y a quasiment pas de numérique ou très peu dans cette histoire. Donc, en fait, et par contre, l'exigence de réalisation d'un inventaire porte à la fois sur les algorithmes qui pourraient être très numériques, on n'en a quasiment pas, nous. En tous les cas, j'en ai pas encore identifié aujourd'hui. Et puis des algorithmes qui sont voilà, très qui prennent la forme d'une succession de délibérations ou de tableaux Excel extrêmement simples, mais qui répondent bien à cette définition de il y a des données en entrée, il y a des opérations qui sont effectuées de manière systématique sur une matière et des données en sortie. Voilà. Et puis, pour revenir à la question de pourquoi on fait cet inventaire, ce que j'ai à dire va être totalement redondant avec ce qu'a dit Simon, mais c'est vrai que bon, il y a l'obligation légale qui, pour un certain nombre de collaborateurs dans la collectivité, est le seul élément qui est véritablement très persuasif, hein, parce qu'on a affaire dans une collectivité à des gens qui ne répondent pas tous au même levier. Et par contre, il y a des gens qui, quand on dit c'est la loi, ils y vont. Et voilà. Il y a, comme l'a dit Simon aussi, comment dire, un désir de le faire parce qu'on veut être transparent. C'est quand même un tout petit peu l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, qui dispose de manière assez claire qu'on doit rendre compte de l'action de l'administration. Donc, désir de transparence, désir d'explication, de clarté, de redevabilité, c'est-à-dire de dire clairement, essayer d'expliquer le plus clairement possible en quoi consistent les données qu'on recueille, les opérations qui sont effectuées et les données, les solutions qui sont apportées. Moi, j'ai été aussi mu, bon, c'est un témoignage qui n'appartient qu'à moi, mais par la curiosité. En fait, au départ, quand je me suis lancé dans cet inventaire, j'y connaissais pas grand-chose aux algorithmes. En réalité, je pense pouvoir dire que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur ces questions-là. Mais en tous les cas, c'est vraiment un levier très, très important. Moi, j'invite toutes les personnes qui sont éligibles à cette obligation à se lancer dans cette aventure, parce que c'est une aventure au cours de laquelle on apprend énormément de choses. Et là, ça recoupe les questions qu'on a pu rencontrer en matière d'open data. C'est formidable de potentiel de transversalité et de collaboration, dans la mesure où, de toute manière, si on veut faire cet exercice, il faut aller voir ce qui se passe ailleurs. Il faut aller voir ce qui se passe dans les directions qui ne sont pas la nôtre, dans les services qui ne sont pas les nôtres, dans les unités. Il faut aller voir des gens, leur demander comment ça marche chez eux et essayer de comprendre un tout petit peu les ressorts. L'un des trucs qui fonctionne pas mal, alors il s'avère qu'avec Anthony, on se connaît parce qu'on avait fait un groupe de travail ensemble avec aussi Nathalie Vernupros du Grand Lyon et puis deux ministères, les douanes et puis l'éducation nationale. Et peut-être qu'un truc qui fonctionne bien, c'est justement de ne pas parler d'algorithme, pour commencer, et juste de parler des décisions. C'est-à-dire de se dire, vous, dans votre service, vous rendez des décisions envers qui ? Et là, avant même de commencer par dire « Ah oui, mais c'est un algorithme, c'en est pas, il y a du code source, il n'y a pas machin », c'est de commencer par dire « C'est quoi les décisions que vous prenez et envers qui ?»
C'est juste ça. Ça pourrait commencer par cette question-là pour partir large et puis après raffiner. C'est une très bonne remarque aussi parce que souvent, c'est un point, on va parler d'essayer de clarifier en tout cas la situation parce qu'il y a parfois un peu de confusion là-dessus. La loi pour une république numérique, elle a rajouté les codes sources à la liste des documents communicables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de tout publier en open source. Ce n'est pas comme ça que ça a été écrit. Ce qui a été écrit, c'est que vous avez le droit de demander communication du code source. D'accord? Donc, ce n'est pas par défaut, c'est à la demande. Ça, c'est le premier point. Pour moi, donc, ouvrir les codes, publier les codes sources et répondre aux obligations de transparence des algorithmes, c'est deux choses différentes, mais très complémentaires. Quand des collectivités publient un code source, par exemple, prenons l'exemple de Nantes, Nantes Métropole l'a fait avec la tarification, ils ont publié le code source de la tarification sociale, tarification solidaire des transports, je crois. Sociale ou solidaire des transports. Bon, et ben ça c'est hyper intéressant parce qu'il y a des gens qui ont pu réutiliser ce code source et par exemple l'intégrer dans le calculateur mez.gouv.fr. Ça c'est un exemple. Mais en parallèle, on est bien d'accord que tout le monde ne va pas être en mesure de lire le code source. Et s'il y a un individu qui vous demande, bon, moi je veux comprendre comment ça a fonctionné, vous lui renvoyez le code source, peut-être que vous êtes tombé sur un individu qui est capable de le comprendre, pas encore, mais sinon, ça va être plus compliqué. Donc, il ne faut pas opposer les obligations. Pour moi, ces deux obligations, elles permettent vraiment de construire quelque chose d'un peu complet. Ouvrir le code source, fournir des explications individuelles, et en plus, on aura des gens qui sauront lire les deux, qui seront capables de nous dire s'il y a des explications textuelles, entre guillemets, qu'on a données, mais ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être une vidéo, ça peut être un jeu interactif. Il y a plein d'idées pour expliquer quelque chose, une procédure algorithmique. Et ça, je vais pouvoir avoir le code source pour vérifier si effectivement ça correspond. C'est aussi l'un des enjeux auxquels on peut être confronté quand on se lance là-dedans. C'est un peu le risque de dire, en gros, si je suis transparent, si je donne les règles du jeu, il y a des gens qui vont chercher à tricher, quoi, en gros, ou à agir sur les règles, des choses comme ça. Bon. Je pense que l'IA, il y a plusieurs manières de répondre à ça. La première, et c'est un vrai risque, hein, soyons clairs. Le premier point, c'est que quand même, très souvent, dans les algorithmes qu'on utilise dans le secteur public, vous avez assez peu de latitude sur les données d'entrée, finalement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, par exemple, OK, vous pouvez toujours déclarer que vous avez 12 enfants au lieu d'en avoir 4 vis-à-vis de la caisse des allocations familiales. Mais tôt ou tard, vous allez quand même vous faire attraper. Et tôt ou tard, on arrivera quand même à dire, bah, monsieur, vous n'en avez pas 12 des enfants. C'est pas vrai. Après, il y a le cas des systèmes, et Joël citait l'exemple d'APB. C'est un très bon exemple, l'APB, parce que donc admission post-bac, c'est le précurseur de Parcoursup, parce que dans les caractéristiques attendues de ce type d'algorithme-là, il y a le caractère manipulable ou non manipulable. Donc, en théorie, si l'algorithme est bien fait, mais en pratique, c'est très compliqué dans ce cas particulier de Parcoursup ou d'APB, il ne devrait pas y avoir de stratégie possible. C'est-à-dire, il n'y a pas de stratégie qui vous donnerait un meilleur résultat qu'une autre. En tout cas, ça fait partie des 3 critères qui ont été fixés dans ce qui était attendu d'un algorithme dans le cadre d'APB. Moi, si je peux ajouter une chose, c'est vrai que c'est une très bonne question, comment éviter la manipulation, mais j'y vois un écho aussi d'une question qui n'est pas si éloignée de mon point de vue, c'est comment éviter que les données qu'on ouvre en open data ou qu'on rend accessibles soient mal interprétées. Et en fait, ça pose quand même la question de la transparence et des risques liés à la transparence. Et je crois que de deux choses l'une, soit on y va et on accepte, alors pas la manipulation en soi des données, mais un certain nombre d'interprétations, peut-être pas bienvenues, pas bien contextualisées, soit faites, des données qu'on rend transparentes, soit on n'y va pas, mais je pense que le fait de ne pas y aller, ce qui est quand même sur la question des inventaires des algorithmes, la règle quasiment générale aujourd'hui, hein, parce qu'on est quand même à un nombre de collectivités ou d'entités administratives extrêmement faible à s'être lancé dans cette histoire. C'est quand même, non, il faut y aller avec les risques que ça comporte. Effectivement, en n'étant pas naïf, en les identifiant bien et en essayant de mettre en place un certain nombre d'outils ou de process qui permettent de les réduire. Mais voilà, je souhaitais juste apporter un tout petit témoignage là-dessus. C'est parce que quand on essaye d'ouvrir, que ce soit en accès, en open data ou en algorithme,
on a quand même un certain nombre de réactions de cet ordre-là. C'est quelque chose qu'on connaît assez bien. Une certaine réticence à faire par peur de détournement, mauvaise interprétation, manipulation. Mais bon, voilà, toute la difficulté, c'est de convaincre qu'il faut y aller quand même. Aussi, pour rebondir sur ce que disait Simon, parce qu'on a la possibilité après en interne de faire bouger les lignes et peut-être de rectifier ce qui n'a pas de raison d'exister en l'état. Et c'est une des finalités en fait de toutes ces questions de transparence. C'est aussi la modernisation de notre action, de la manière dont alors modernisation ou je sais pas moi, clarification de ce qu'on met en œuvre au quotidien. Oui, bonjour. Oui, je peux allumer. Bonjour. Bonjour. Oui, je peux allumer mon micro. Non, c'est par analogie avec les pièces à force probante dans l'administration, hein, quand vous avez un décret, une instruction, une loi, etc. Je ne sais pas si un parallèle peut être fait avec les données. Je ne sais pas même si ça existe. J'en ai jamais entendu parler. Donc, c'était à l'idée sur les données des 12 enfants. Ça m'a fait penser à ça. Voilà, tout simplement. Alors, moi, je l'ai, en tout cas, pour ma part, jamais entendu évoquer dans ce cadre-là, mais peut-être que ça pourrait effectivement être une piste. Et je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, sinon, il y a peut-être un dernier thème dont on n'a pas. Je vois qu'il y a Magali, je parle sous ton contrôle. Simon? Alors, il n'y a pas d'autres questions. Anthony. Alors, Oui. Anthony. Je voulais juste revenir sur une question, en tout cas une remarque de Fleur, je crois, qui disait comment on fait quand on n'est pas technique. Alors, en fait, l'idéal, c'est de ne pas être technique soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas, alors on s'en fiche, hein, je ne suis pas un exemple, hein, mais je ne suis pas technique sur ces questions-là. Il faudrait que je monte en compétence sur ces questions-là, et notamment quand on va aborder un jour, parce qu'il va falloir que j'y travaille, la publication des codes sources. Mais ça n'est pas une faiblesse de ne pas être technique sur ces questions. Par contre, il y a une exigence, voilà, c'est de bien comprendre de quoi il s'agit, d'être le plus honnête sur ce qu'on comprend et ce qu'on comprend un tout petit peu moins, mais ça n'est pas forcément un inconvénient. On peut parvenir à réaliser un inventaire sans avoir des compétences numériques extrêmement approfondies. Après, et c'était aussi une question de Fleur, il y a quand même pas mal d'outils que Simon connaît très bien, qui permettent de vulgariser la matière. Il y a le blog d'Etalab où il y a énormément de choses sur ces questions-là. Il y a quand même de plus en plus de littérature sur les questions d'algorithmes, d'intelligence artificielle. Bon, là, j'en ai plein sous le coude. Mais la littérature un peu généraliste, hein, Luc Julia, Aurélie Jean, il y a plein d'enquêtes sur l'intelligence artificielle. Alors bon, il ne faut pas mélanger intelligence artificielle et algorithme, mais il faut se servir, je pense, dans la manière dont on construit un inventaire dans sa collectivité, de toutes les ressources dont on dispose et qui sont très nombreuses. Vidéo humoristique parfois, parce qu'il y a beaucoup d'humour autour des algorithmes, etc. Littérature, bande dessinée, très bien, moi, les défis de l'intelligence artificielle, qui sont super. Voilà, moi je conseille de travailler ces autres matières plus accessibles, plus vulgarisées, et qui permettent véritablement d'avancer de manière un petit peu moins technique sur ces enjeux. Moi, j'aimerais attirer l'attention sur une des 3 obligations, qui est le souci de transparence, donc pouvoir donner une explication à l'utilisateur, qu'il soit moral ou physique. Si on a tous les utilisateurs d'un coup qui viennent nous demander une explication, concrètement, comment on fait? Est-ce que vous avez des cas d'utilisation, des exemples à donner? Dans des inventaires qui ont été faits aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont été pensés pour accélérer ou faciliter l'explication individuelle. C'est-à-dire, en gros, en disant, on ne va pas juste donner les grandes règles, on va donner les règles de manière assez détaillée pour que construire l'explication individuelle, une fois que vous serez confronté à la demande, ça se fasse beaucoup plus vite. Après, il y a eu d'autres exemples qui existent. Par exemple, on a vu des systèmes où des villes, je crois que c'est la mairie de Paris le fait, par exemple, sur l'attribution de places en logement social, où vous pouvez, en tant que demandeur, je peux en fait recréer, il y a un simulateur en ligne où je vais recréer mon dossier et ça va me dire, voilà, en fonction de tous les critères que vous avez rentrés là, ça vous donne tant de points et sachez que les demandeurs précédents qui ont eu un logement social avec le profil qui est le vôtre, ils ont attendu tant de temps.
Donc, on peut aussi imaginer des outils un peu interactifs comme ça qui permettraient d'accélérer la fourniture d'une explication individuelle. Mais très franchement, là, vous décrivez une situation où, je vais dire, ce serait super si les collectivités croulaient sous les demandes d'explications individuelles, mais soyons tout à fait honnêtes, ce n'est pas encore le cas. Voilà, donc préparons-nous au déluge, mais pour l'instant, c'est une petite pluie très fine qui arrive en matière de demande de transparence. Voilà, je rebondis pour dire que bon, nous, la pluie fine, on ne connaît pas très bien dans le sud-est, mais globalement, ça fait 1 an, là, un témoignage concret qu'on a publié cet inventaire des algorithmes, qui ne sont pas très nombreux, mais concrètement, je n'ai eu aucune demande de complément d'information. En revanche, comme l'a signalé Simon, on avait fait le choix d'importer dans l'inventaire tous les éléments qu'on aurait été dans l'obligation de communiquer en cas de demande individuelle. Donc ça avait été un choix de notre part dès le départ, non seulement de décrire les règles principales des traitements algorithmiques, mais d'importer dans l'inventaire les éléments qu'on aurait été dans l'obligation de communiquer en cas de demande individuelle. Voilà, c'est pour rebondir sur ce que vient de dire Simon et qui est très juste. Le RGPD, de mémoire, empêche la prise de décision automatisée en fonction des effets sur les personnes. Enfin, en gros, ce n'est pas pour toutes les décisions automatisées, c'est pour certaines décisions automatisées. Mais si vous êtes des passionnés de la chose juridique, vous pouvez même aller jusqu'au Conseil constitutionnel qui a rendu un avis qui est d'ailleurs lié à Parcoursup là-dessus et qui a dit que, c'est un cas intéressant parce que c'est l'une des plus hautes juridictions nationales qui soit penchée sur ce truc-là et qui a dit par exemple qu'on ne devrait pas utiliser d'algorithmes d'apprentissage automatique pour prendre des décisions entièrement automatisées ayant des effets sur les personnes, restreignant les libertés par exemple. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de piloter de manière totale. On a une perte de maîtrise de système qui apprendrait tout seul. Donc voilà, donc je pense qu'il faut être assez précis par rapport aux termes. Le RGPD ne l'interdit pas, il l'interdit, en tout cas pas de manière générale, il l'interdit sur quelques cas particuliers. Et d'ailleurs, il dit aussi qu'il y a cette obligation, il renvoie en fait, quand vous prenez dans le RGPD, en tout cas dans la transcription en France, il y a des liens avec le code des relations publiques code des relations entre le public et les administrations. Voilà, CRPA, voilà. Anthony se connaît mieux les acronymes que moi. Non.